Français. Tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est l'association des amis de Jean-Luc Einaudi qui a organisé cet après-midi. Une association à laquelle vous pouvez, et même je dirais vous devez adhérer. Il y a, je crois, quelque part des bulletins d'adhésion à votre disposition. Je remercie au nom de l'association Geneviève Garrigos, conseillère de Paris, qui nous a permis d'obtenir cette salle, mais qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Voilà. Donc, on a jugé, donc à quelques-uns, il y a quelques mois, nécessaire donc de rappeler à notre mémoire cette figure hors norme qui était Jean-Luc Einaudi. Je vous signale qu'on a aussi mis en ligne un site internet qui s'appelle jeanluceinaudi.fr. Voilà. Alors on a bâti un programme assez chargé. J'espère qu'on va pouvoir le tenir dans les temps. Je vais donner tout de suite la parole à Elsa Einaudi pour une première intervention. Vas-y. Je voudrais remercier la fidélité des amis de Jean-Luc Einaudi, sans lesquels cette association ne serait pas. Je remercie également Fabrice Rissé-Pouty d'avoir accepté de présider cette œuvre collective. Je veux simplement convoquer ici, pour accompagner cet événement, quelques transmissions léguées par mon père, né le 14 septembre 1951 à Paris. Fils unique qui grandit près de ses parents et grands-parents, marqués par les guerres de la première moitié du siècle. Mon père m'a transmis la Légion d'honneur de son grand-père maternel, dont il parla toujours avec amour et admiration, et le mystère autour de sa grand-mère paternelle, prétendument aliénée, disparue dans des conditions inconnues jusqu'alors, dans une période pénétrée par le fascisme. Il est donc ici question de résistance, de disparition, de transmission et d'amour. Et puis il y a la ténacité, la rigueur, la parole donnée, engageante, l'espoir en la nature humaine et ses paradoxes. Il y a la personnalité sensible. Il y a encore la poésie, la pensée et l'écriture. Je convoque ici à nos mémoires quelques figures qui ont contribué à son cheminement. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Antonio Gramsci, Elsa Morant, Louis Aragon, Elsa Triolet et Mahmoud Darwish. En jeune homme voyageur, anticolonialiste, antifasciste, révolté par l'injustice, Einaudi se rendit au Liban et en Syrie en 1975 avec le Parti communiste marxiste-léniniste de France dans des camps de réfugiés palestiniens. Sous le pseudonyme d'André Colère, il rédigea un recueil, Palestine, guerre du peuple. En mémoire de ce combat contre la colonisation de la Palestine qui fut le sien à un moment donné de sa vie, et en hommage à la lutte contre le silence d'État qui le guida sa vie durant, écoutons le poème de Refat Al-Harrir, né en 1979 à Gaza et ciblé par un bombardement israélien avec sa famille le 6 décembre 2023. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre, pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part, à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement,
sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme. Pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il est écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte de l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Je vous remercie. Bon, je sais que quelques gorges se sont serrées déjà. Alors, on a aussi reçu l'écrivain Joseph Andras, auteur d'un beau récit que vous connaissez sûrement qui s'appelle « De nos frères blessés », nous a envoyé un message. Une vie d'engagement, voilà un beau titre. Car une vie consacrée à chercher puis à dire la vérité a forcément partie liée avec la beauté. Un historien est fait ainsi, je crois. Il veut le vrai. Et quand, en plus, il est communiste, il ajoute le juste au vrai. Vous allez donc consacrer cette journée à parler de Jean-Luc Einaudi, disparu il y a maintenant 11 ans. Je ne l'ai pas connu, je ne sais au fond rien de l'homme, je ne sais que ses travaux. Et pourtant, je lui dois beaucoup à cet homme. C'est-à-dire que je lui dois d'être entré dans la littérature par la figure de Fernand Yveton. Vous devez le savoir, vous qui êtes rassemblés en ce lieu, cet Algérien d'origine européenne, guillotiné par le pouvoir colonial français pour une action de sabotage ratée. Yveton n'était pas historien, il était ouvrier, mais lui aussi était communiste. Il voulait prendre sa part au combat de l'égalité qui, en ce temps, signifiait l'indépendance de l'Algérie. Cet engagement-là lui fut fatal. Mais il y a 1000 façons de s'engager, comme de raconter ensuite, une fois le sang séché, la guerre et ses morts. Einaudi a raconté le Vietnam et l'Algérie, autrement dit la France. Ce sont nos tristes histoires liées. Et il a raconté Yveton. Tout le monde l'avait oublié, ce modeste homme, mais un historien, ça fait ça aussi, transformer un oubli en un livre. Je ne me souviens pas bien de la façon dont je l'ai découvert, Yveton. Je me souviens en revanche avoir commandé d'occasion le livre qu'Einaudi lui a consacré. Je l'ai lu d'un trait. J'avais auparavant séjourné en Algérie à quelques reprises. Toutes, à la lecture, c'est comme enlacé. J'ai donc voulu prolonger les mots d'Einaudi qui, à vrai dire, n'en avaient aucunement besoin. Ma seule excuse fut de n'être pas historien. Ce petit récit pris dans le grand récit de l'égalité, je souhaitais le dire encore, le dire à sa suite, le redire avec les mots de la poésie. Merci à Jean-Luc Einaudi et salut et fraternité à tous. Alors très rapidement, une petite présentation de cet après-midi. Alors nous avons souhaité ne pas oublier certains des engagements de Jean-Luc Einaudi qui sont beaucoup moins connus que ceux du chercheur, notamment sur le 17 octobre 61, et tout particulièrement sa jeunesse de militant révolutionnaire après 1968, qui est évidemment pour beaucoup dans la suite de son activité, et non plus, nous n'avons pas oublié non plus l'exercice du métier d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, qui seront donc l'objet d'une première double table ronde animée par Elsa. Ensuite, nous aborderons la question, nous examinerons le travail qu'a accompli celui qui se définissait comme un citoyen chercheur, notamment bien sûr sur le 17 octobre 61, mais pas seulement. Ce sera l'objet de la deuxième table ronde. Et enfin, nous aborderons la question de la reconnaissance publique du massacre des Algériens en 61, ainsi que la résonance actuelle de cet événement dans la société française. Voilà, cet après-midi sera rythmé de projections et de lectures. 2 temps d'échange avec la salle sont prévus, l'un après la deuxième table ronde, l'autre à la fin, après la troisième table ronde. Voilà, et j'en profite pour donner tout de suite à tout le monde
notamment aux intervenants, une consigne de relative brièveté, parce que nous avons un programme très chargé et une heure à laquelle nous devons quitter absolument la salle. Voilà, merci. Et donc je donne la parole à Elsa pour l'animation de la première table ronde avec donc Gilbert et Joël Rigal, Alain Castan, qui sont priés de venir s'installer. Donc cette première table ronde, cette première partie de table ronde est consacrée au parcours de militant politique de Jean-Luc Einaudi. Alors évidemment, hein, on ne va pas être exhaustif, on va parcourir un petit peu au travers d'anecdotes voilà, ce passage qui a été quand même assez long au PCMLF, Parti communiste marxiste-léniniste de France, et à l'Humanité rouge, qui était le journal du parti. Et voilà, je dis en préambule que vous avez là donc 3 personnalités qui ont été des amis, en fait, des amis d'une vie, voilà, avec lesquels Jean-Luc Einaudi a été en contact toujours, et vous avez pu partager ensemble les engagements, vos engagements respectifs, quoi, pendant toute la vie. Peut-être... Ok. Alain, peut-être que tu pourrais commencer. Donc, je vous présente Alain Castan, qui arrive de Marseille, qui a fondé la librairie Transit, qui est une librairie associative anticolonialiste. C'est une figure très importante à Marseille, si, je le dis. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte tu as connu Jean-Luc Einaudi? Je crois que c'était pendant un voyage en Chine, peut-être. Voilà, et quels souvenirs tu en as gardé? Bon, c'est un peu dur de parler le premier, surtout après ce qu'a dit Elsa. J'ai effectivement... c'est au moins le premier souvenir que j'ai de lui. Je l'avais peut-être rencontré avant, mais le souvenir le plus fort que j'ai de lui, c'est en 1972. Alors, le PCMLF était alors clandestin. Il avait été interdit le 12 juin 1968. Et donc, nous fonctionnions de manière... dans un réseau, on ne se connaissait pas, c'était un principe de clandestinité qui se voulait très, très, très ferme. Et en même temps, l'Humanité rouge paraissait, et elle était légale à l'époque. L'Humanité rouge n'était pas à l'époque l'organe du parti, mais était une façade légale. Et comme le parti était interdit, en 1972, avait été organisé ce que nous appelions un voyage de cadre, de formation de cadre en Chine. C'était le premier qu'on organisait, et vu la situation d'illégalité du parti, il s'agissait de l'organiser dans des conditions particulières. Il ne s'agissait pas de prendre l'avion à Paris pour arriver à Pékin, mais il fallait faire un certain nombre de détours. C'est donc un voyage qui a été très long, avec beaucoup de pays traversés, parfois des incidents qui a fait que ce voyage a été parfois un peu pénible et difficile, et même à des moments, des tensions dans le groupe, surtout à cause de la longueur du triangle. Et moi, j'avais été chargé d'accompagner ce groupe. Et c'est là que j'ai vraiment fait la connaissance de Jean-Luc, pendant 3 semaines, un mois, entre juillet et août 72. Donc il avait 21 ans. Il avait 21 ans. Il avait 21 ans. Je pense que c'était le plus jeune du groupe, mais peut-être que non. Mais il était donc ce jour-là, on l'a remarqué. Et quand je dis on l'a remarqué, ce moment de ce voyage-là est resté très fort pour beaucoup de ceux qui ont participé. Et l'image de Jean-Luc, j'ai trouvé ça même curieux ces derniers temps, en interrogeant quelques personnes qui avaient fait partie de ce voyage, et tous ils m'ont dit les mêmes choses sur Jean-Luc. Et donc, qu'est-ce que j'avais remarqué dans ce voyage de Jean-Luc, donc, outre sa jeunesse, c'était d'abord un certain nombre de caractères, son sérieux,
son souci des précisions, parce que dans le voyage, il fallait à la fois écouter des exposés faits par les membres du département des relations internationales du Parti communiste chinois, mais en même temps, chacun d'entre nous était chargé de faire un exposé sur la situation en France. Et je me souviens que j'avais été frappé par la manière de s'exprimer, par la clarté et la construction de l'intervention de Jean-Luc. Et tout au long de ce voyage, son souci du respect à la fois des autres membres du groupe, des Chinois et surtout des Chinois qu'on rencontrait à l'extérieur, des paysans, etc. Quelques soucis des conditions, des précisions de demande de conditions de vie, notamment dans le nord-ouest de la Chine, du côté de Yan'an. Il menait l'enquête, en fait. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, avec ce qu'on sait de lui, je peux dire qu'il menait déjà l'enquête. Et le souvenir qu'on a, c'est quelqu'un de sérieux, pas obligatoirement rigolo, mais c'est marrant, avec ce sérieux qu'il avait, tout de suite, il attirait la sympathie et la confiance. Et je dis ça parce que ça m'a demandé d'intervenir sur ce premier contact, mais je veux rebondir quand même sur le dernier contact que j'ai eu avec lui. C'était lorsqu'il travaillait sur le dossier Younsi, qu'il est venu me voir à Marseille, et il avait une interview délicat à faire, et il ne savait pas s'il pouvait le faire, comment il allait le faire, etc., etc. Et cette interview, il n'a pu le faire, parce que la personne qui voulait interviewer l'avait connu dans ce voyage, avait confiance en lui. C'était la première fois que ça pouvait se faire. Et donc, voilà, Jean-Luc, il n'était pas obligatoirement, il ne vous sautait pas au cou. Hier, un copain me dit, oh, il était rigolo. Je dis, moi, je ne trouve pas qu'il était rigolo. Hein. Il était chaleureux, etc. Et il te sautait, je lui ai répondu, mais il ne te sautait pas au cou. Il me dit, ah oui, c'est vrai, il ne te sautait pas au cou. Hein. Mais il avait ce sourire. Dans une image, j'ai vu ce sourire qu'il avait. Hein. C'était lui, à la fois, je ne sais pas si c'était de la pudeur, et à la fois, on allait facilement vers lui. Voilà. Et donc, toujours, dans tout ce que j'ai dit, toujours ce souci de l'enquête, on le nomme comme ça aujourd'hui, et toujours de la vérification. Et il vérifiait toujours. Et surtout, je me souviens de cette dernière enquête, à quel point il voulait tout vérifier. Voilà. Oui, et d'ailleurs, ça rejoint... il me semble une anecdote que tu souhaitais nous raconter, Joël, en comité de rédaction, où voilà, il y avait eu comme ça des divergences de points de vue, et en fait, le point de vue divergent avait pu s'exprimer, mais il était quand même venu dire ce qu'il avait à dire dans l'édition en question. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote des fusées Commencer par là. Oui. Alors, c'était le 25 octobre, c'est un anniversaire, 1981. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, mais dans toute l'Europe de l'Ouest, il y avait d'énormes manifestations pacifistes contre l'installation des SS-20 soviétiques et des fusées Pershing américaines. Et donc, alors, les manifestations étaient vraiment énormes, moins en France apparemment. Et donc beaucoup en Allemagne de l'Ouest, en Pays-Bas, pays nordiques, en France un peu moins. Et donc le 25 octobre, manifestation partout. Et donc moi, en tant qu'à l'époque j'étais journaliste à l'Humanité Rouge, et Jean-Luc était donc le rédacteur en chef depuis 3 ans. Et on m'envoie, on me dit, bon, bah, tu vas couvrir la manif. Wow. Je dis, bah. Il y avait moins. Alors oui, il faut rappeler qu'à l'époque, le PCF et la CGT étaient. Enfin, c'était le mouvement de la paix, qui dirigeait cette manifestation, mais c'était très marqué par la position du Parti communiste et de la CGT. Ce qui était différent un peu du reste de l'Europe, où il y avait des points de vue différents, pas forcément.
Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, ça serait un peu plus compliqué. Et donc, moi, je vais à la manif, bon, grande manif, hein, quand même, hein, genre plusieurs centaines de milliers de personnes. Hein. Et donc, je reviens, j'écris mon article, et puis le lendemain matin, oui, non, c'est le matin que j'écris mon article, parce qu'on avait des équipes de très, très, très tôt. Et puis, j'explique ce qui s'est passé, les slogans, les interventions, enfin bon, je fais un truc très objectif, on va dire, hein, entre guillemets. Jean-Luc arrive, et puis il lit mon article, et puis il me dit, bah non, moi je suis pas d'accord. Waouh. Alors là, je me dis, parce que quand même, les partis communistes, marxistes-léninistes, on n'était pas des grands, à l'époque, on n'était pas forcément des grands démocrates. Hein. Et donc, je me dis, waouh. Donc toi, tu défendais quel point de vue à ce moment-là? Moi, je faisais que relater le truc du mouvement de la paix. Je relatais, sans prendre vraiment de distance, en fait. Hein. Et Jean-Luc, il me dit, non, moi, je ne suis pas d'accord. Alors là, je me dis, waouh, mon article, il va être supprimé. Bon, et non. Jean-Luc, il prend sa plume, et puis il commence à faire l'édito. Et puis là, il explique dans son édito que, attention, les SS-20 pointés sur l'Europe de l'Ouest, c'est plus dangereux que les missiles américains qui vont arriver en Europe de l'Ouest. Oui, parce que c'était ça, les missiles américains allaient venir en Europe de l'Ouest. Et ton article avait été publié. Alors c'est ça la meilleure, c'est que mon article était à la une sur 4 colonnes, et l'édito de Jean-Luc sur une colonne à côté. Alors là, c'était, je veux dire, une leçon pour moi de démocratie, parce que ça voulait dire qu'il m'avait laissé donner un point de vue qui était, on va dire, très qualifié, très proche de celui du PC, en fait, alors que nous étions quand même pas très amis à l'époque. Hein. Les choses ont évolué, mais bon. Voilà, il m'avait laissé, et moi, c'est ça que je garde. C'est à la fois la colonne vertébrale, c'est ce que j'appelle la colonne vertébrale. Il y a tellement, aujourd'hui, quand on voit, tellement de partis qui ont perdu leur colonne vertébrale, ou qui n'en ont jamais eu d'ailleurs, et puis lui, il me donne la parole, enfin il donne la parole finalement au mouvement de la CGT, hein, du PCF, et puis, mais il donne son point de vue. Et tu l'as vu finalement adopter cette attitude tout le long de sa vie, puisque vous êtes restés amis jusqu'au bout, oui. Et tu l'as vu adopter cette attitude-là toujours, quoi. Oui, oui. Moi, je me souviens de choses. Enfin, je sais pas si c'est aussi. On n'en a pas forcément parlé. Un nouvel an où il est descendu parce que vous habitiez à Garges-les-Gonesse. Oui. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis il est descendu apporter du café ou du thé à la menthe aux petits jeunes loulous, soyons clairs, hein, qui étaient dans les parkings. Et il a fait ça. Enfin, moi, je ne sais plus à quel étage vous habitiez, mais enfin bon, bref, il est descendu pour aller souhaiter la nouvelle année à ces jeunes de l'immeuble, quoi. Qui était, c'était quand même Garges-les-Gonesse, et je pense que c'était voilà. Ouais, c'était sa fibre d'éducateur, ça, qui le rattrapait aussi, peut-être. Mais je sais pas, tu voulais peut-être me... Et alors, pour parler de voyage encore, toi, il me semble que tu l'as connu, parce que voilà, je disais tout à l'heure que c'était un voyageur aussi, hein, il a beaucoup voyagé. Tu l'as connu en Albanie, toi, et il avait une 20aine d'années. Ah bah oui, alors on a un an de différence presque jour pour jour, je suis très fière. C'est idiot. Oui, moi je l'ai connu, donc il n'avait pas 23 ans, puisque c'était en juillet 1974, voilà. Moi je venais d'arriver en Albanie et je travaillais à Radio Tirana, donc des émissions en langue française en direction de la France et des pays francophones. Bon, il y avait tout un tas d'autres pays qui étaient représentatifs, voilà. Et Jean-Luc, il dirigeait à même pas 23 ans, une délégation française, un peu comme en Chine, hein, pour rencontrer les dirigeants du Parti du Travail albanais de l'époque. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et c'est vrai que, je dirais comme Alain, très sérieux. Oui, pardon.
Voilà, c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un. Alors, c'est vrai que là, ça m'a fait rire de le voir quand tu fais comme ça. Là, je sais pas comment il fait pour dire, il balaye d'un revers de main quelque chose qu'on lui dit. Donc, ce côté quand même amusant, c'est pas le bon mot, je cherche mes mots. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et puis son grand sourire et ses yeux comment dire, intenses, enfin, ce regard intense, où il est dans ce qu'il dit. Voilà. Il est dans ce qu'il dit. Ça le définit. Et c'était déjà le cas quand il avait 20 ans. Voilà, c'était déjà ça. Et toi, Gilbert, tu as été son ami le plus proche. Hein. Vous vous êtes rencontrés au PCMLF également. Au journal, oui, pardon, à l'Humanité Rouge. Et puis, vous avez partagé énormément de moments intimes ensemble, qu'on n'évoquera pas ici, bien sûr. Voilà, mais tu l'as connu donc dans les années 70 également. Et il me semble, autour des sujets sociaux auxquels toi tu es encore très attaché, oui, et notamment sur la question du travail des personnes immigrées, dans le métro notamment. C'est ça. Ouais. Donc, oui. Tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote, moi, ce j'étais souvenir? arrivé donc, au journal quelques mois avant, donc je l'avais rencontré certainement, mais là, il y avait une grève des nettoyeurs du métro. J'en dirai quelques détails. Et lui, mon rédacteur en chef, il me dit oh, tu viens avec moi. Il m'emmène, en somme, sur le terrain. Et donc, on y va. Et c'est vrai que les nettoyeurs du métro travaillent de nuit, en sous-sol. C'est les invisibles, carrément. Hein. Encore plus invisibles que les OS de l'automobile, en grève l'année suivante, d'ailleurs. Ça, c'était en 77, début 77. Ou bien les chantiers, construction, tout ce qu'on veut, travaux publics, où il y avait quand même déjà beaucoup de gens comme dans le métro, où c'était tous, ils venaient tous des anciennes colonies françaises, quoi. C'était Maghreb, Afrique noire, quoi. C'est quelque chose qui sautait aux yeux. Moi, c'était un peu comme les entrailles du système, tu vois, avec toute cette force qui construisait quand même, qui construisait le pays largement, et qu'on voyait. Alors eux, on ne les voyait pas. Et il y avait autre chose d'intéressant, parce qu'à ce moment-là, à la même époque, il y avait une grève très importante des loyers des foyers Sonacotra. Et bon, mes souvenirs sont un peu vagues, mais je suis à peu près persuadé que parmi tous ces nettoyeurs du métro, il y avait des habitants des foyers Sonacotra, donc qui apprenaient aussi à se battre. Et il y avait en particulier, parmi les dirigeants, disons, de la lutte des foyers Sonacotra, il y avait un homme qui a été connu un peu plus largement après, c'était un Algérien qui avait été jeté dans la Seine alors qu'il ne savait pas nager et qui s'en était sorti un peu miraculeusement, quoi. Et il était un peu dans les animateur de la grève des loyers des foyers Sonacotra. Je ne me souviens plus s'il était précisément physiquement dans cette grève des nettoyeurs. Et cette grève des nettoyeurs, moi, si vous voulez, ce qui m'a frappé à ce moment-là et à plein d'autres, c'est cette proximité attentionnée, je dirais, enfin, par rapport à des gens en résistance. Des gens en résistance, en révolte, qui se battent, qui sont debout. Et c'était assez merveilleux, si tu veux. Moi, j'étais un petit peu sur le même créneau. J'aimais bien être avec des gens qui se battent, quoi. Et du coup, après, j'ai fait que ça. Et donc, c'était aussi un côté... C'est ce fil conducteur que vous avez gardé aussi. Et pour finir, peut-être, c'était quand même la nuit. Donc, c'était la nuit. On était dans les couloirs du métro. Je crois qu'ils étaient 1000 à l'époque, 1000 salariés quand même. Avec, bien entendu, déjà... la sous-traitance, je crois qu'ils avaient 5-6 boîtes, la division assez connue. Et donc, il y avait des courses-poursuites dans les couloirs du métro, parce que les flics, bien entendu, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En face, on commence par penser à envoyer des flics. Et donc, c'était quelque chose d'assez, je dirais, pour le coup, joyeux, disons. Il y avait
il y avait sans doute cet élan des gens qui se battaient, là, qui ont fini par gagner, je crois, au moins du salaire. Et voilà, on courait dans les couloirs du métro. Je peux dire, c'était pas du grand rire, mais c'était, oui, joyeux un peu, quoi. Voilà, c'était la joie de se battre et d'être ensemble, et ça avec des gens formidables, quoi. Oui. Bon, allez. Et pour finir, peut-être justement, Alain, parce que tu parlais des flics, là, Gilbert, est-ce que tu peux nous dire ce dont tu te souviens, tu sais, autour de la manifestation antifasciste à la Mutualité, là, un petit peu, parce que... La manifestation contre Ordre Nouveau. Ouais. Ouais, c'est ça. Cette manifestation Ordre Nouveau qui avait été organisée en commun par un certain nombre d'organisations d'extrême gauche, disons. Il y avait la Ligue communiste, il y avait la gauche prolétarienne, il y avait le prolétaire Ligne Rouge aussi, un petit groupe, et il y avait le PCMLF. Et donc, il y avait une coordination qui s'était faite, comme quoi on avait beau s'insulter parfois, mais là, il fallait s'unir. Il y avait une coordination qui avait été faite entre le service d'ordre du PCMLF, qui n'était pas très fort en tant que service d'ordre, et celui de la Ligue, qui lui était beaucoup plus fort. Et il y avait une coordination qui s'était faite entre Jean-Luc et je crois de la Ligue communiste, je crois que c'était, je dois, Recanati, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il y avait, et Jean-Luc avait donc mené je me souviens d'ailleurs, je crois que pendant quelques jours, il n'a pas couché chez lui, puisqu'après, donc, c'est là que la Ligue communiste a été à son tour interdite. Et il était très courageux physiquement, je crois aussi. Je dis, il était courageux politiquement, parce qu'à un moment donné, un des moments le plus forts de son courage, c'est son témoignage au procès pas bon. Mais quand on le voit, les quelques images qu'on a pu voir, il y en a d'autres qui en ont vu plus que moi. Vous verrez tout à l'heure. C'est une manifestation de courage particulière, mais il y avait aussi un très grand courage physique. Hein, et il avait joué un rôle dans le service d'ordre du parti à ce moment-là. Je crois que c'était aussi une de ses qualités, avec celle du respect des autres, quoi. Et un dernier mot, on va dire que Jean-Luc, il n'a jamais renié son parcours politique. Je dis pas qu'il avait gardé le même point de vue, hein, mais il n'a jamais cherché à le cacher, et les raisons qui l'avaient poussé à s'engager au PCMLF, c'est-à-dire ce qu'il était avant, c'est-à-dire l'anticolonialisme, l'antiracisme, l'esprit de classe, etc. Je crois que c'est quelque chose... Il s'est engagé pour ça, il a gardé jusqu'au bout. Et il n'a jamais remis en cause ses engagements. L'anticolonialisme était et puis même ses engagements. La preuve, c'est que le voyage dont j'ai parlé en premier, dans un dernier livre, il en parle encore. Donc, pour lui, il y avait rien à cacher de son parcours, quoi. Il y avait pas, voilà. Merci à vous trois.